Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Ce crime a horrifié les États-Unis. Did you and your brother kill your mother and father? Ils se sont présentés comme des victimes. My dad had been molesting me. Mais quelle est la vérité? On pensait qu'Eric était homosexuel. Leur procès très médiatisé a changé à jamais la justice américaine. Eric et Lyle Menendez ont tué leurs parents par cupidité. Derrière la façade du rêve américain, voici l'histoire des frères Menendez dans Crime en haute société. José Menendez semble comblé. Il a une splendide villa, un emploi prestigieux dans l'industrie du cinéma et une famille parfaite. Ils étaient beaux. Kitty Menendez avait gagné des concours de beauté. José Menendez était un Cubain sexy et leurs deux fils avaient hérité de leur physique. Ils avaient de l'argent, du pouvoir, une belle maison et un avenir prometteur. Mais le soir du 20 août 1989, tous les succès de José Menendez vont s'achever dans une fin brutale et soudaine. À 22 h, José et Kitty s'installent devant leur télé avec un bol de glace quand leurs deux fils font irruption dans la pièce. Lyle et Eric leur tirent 13 fois dessus avec une arme à feu. 1h30 plus tard, les deux jeunes hommes retournent chez eux au 722 North Elm Drive et appellent la police pour dire que leurs parents ont été assassinés. La scène du crime a choqué même les policiers les plus aguerris. On aurait dit un champ de bataille. C'est une des pires scènes de crime que j'ai jamais vues. On ne s'attendait pas à ça à Beverly Hills. Ça n'arrive jamais. Il y a un crime par an là-bas. J'ai vécu à quelques rues du 722 North Elm Drive. La maison des Menendez était grande et belle. Mais à l'intérieur n'y régnait que désespoir, peur, cupidité et la haine qui a provoqué ces meurtres. Le meurtre de José et Kitty Menendez a été si violent que la police a d'abord cru à l'œuvre d'assassins professionnels, comme des membres de la mafia ou des dealers colombiens. Mais les soupçons se tournent rapidement vers les deux fils privilégiés qui seraient au centre du crime et de sombres secrets familiaux. José Menendez est né dans l'élite de la haute société de la Havane à Cuba. Sa famille est socialement puissante. Ils sont connus pour être beaux, sportifs et brillants en affaires. José a toujours pensé qu'être un Menendez était synonyme d'excellence. Ils avaient un besoin d'excellence, de réussite et d'un sens du droit et des privilèges. Bridge destroyed. Mission accomplished. Smoke and mist are welcome cover as Castro... La révolution métamorphose Cuba. José est envoyé chez une tante dans la petite ville d'Hazelton, en Pennsylvanie. Il est arrivé à l'âge de 15 ans. C'était un immigrant. Il avait envie de réussir. Le jeune José est résolu à récupérer ce qu'il a perdu. Excellent nageur au lycée, il entre à l'université de l'Illinois du Sud grâce à une bourse sportive. C'est là qu'il rencontre la jolie et tranquille Marie-Louise Anderson, surnommée Kitty. Élève brillante et gagnante de concours de beauté, elle est exactement ce que José recherche. En 1963, il se marie et déménage à New York pour fonder une famille. Leur premier enfant, Joseph Lyle, naît en 1968. 3 ans plus tard, naîtra Eric Galen. Kitty est mère au foyer, José se consacre entièrement à son travail. José était ambitieux. Il savait ce qu'il voulait et faisait tout pour l'avoir. Il était brillant. José réussit très vite dans le monde de l'entreprise. En 1973, il est directeur financier d'une grande société.
Il est intelligent, travailleur et offensif. So we think 1989 will be a tremendous year on a pro forma basis. I think we will be very happy with the growth of the company. Il se pensait plus intelligent que la plupart de ses collègues. Ça ne le dérangeait pas de critiquer ses employés en public. Il était très exigeant. Grâce à son caractère de battant, à 41 ans, il est directeur général de RCA Records. La famille Menendez déménage à Princeton, dans le New Jersey, dans une propriété avec son propre court de tennis. Lyle et Eric sont doués en sport. Leur père veut en faire des champions de tennis. Il les inscrit dans une école privée très sélecte de Princeton. Son rêve est qu'ils fréquentent un jour l'université de Princeton. Pour José, l'université de Princeton était synonyme de la haute société blanche et protestante et représentait donc son plus grand rêve. Mais Lyle et Eric ne sont pas de bons élèves. Ils ne semblent pas avoir l'ambition de leur père. Lyle est timide et a du mal à se faire des amis. Eric, au contraire, passe plus de temps avec ses amis qu'à étudier. Mais José n'imagine pas que ses fils ne puissent pas suivre ses traces. Rien n'était assez bien pour José Menendez. Il voulait que ses fils soient comme des trophées pour lui, qu'ils soient les meilleurs dans tout, et il ferait tout pour atteindre ce but. José les interroge souvent sur ce qu'ils ont appris à l'école. Il organise des sortes de contrôles qui, parfois, se terminent mal. Il s'asseyait à quelques centimètres d'eux. Quand ils ne savaient pas répondre ou qu'ils se trompaient, il les secouait, leur criait dessus ou les giflait. Ils avaient très peur de lui. Beaucoup de gens qui l'ont connu m'ont dit qu'il était la personne la plus antipathique au monde et qu'il était violent. Ces gens pensent qu'il a élevé des enfants capables de tuer. Que peut-on dire de plus sur lui? Sa femme était une victime. Il a eu une maîtresse pendant des années. Kitty s'en doutait. Elle en souffrait tellement qu'elle allait voir un psychologue. Elle était très déprimée. Elle avait des tendances suicidaires, elle prenait des médicaments. Être la femme de ce monstre l'empêchait de remplir son rôle de mère. Mais vue de l'extérieur, la famille Menendez a l'air heureuse et abonnée à la réussite. Quand Lyle est admis à l'université de Princeton, tout semble possible. José espère créer une dynastie. Ses fils hériteraient de son argent et de son succès. Il voulait que Lyle soit son double. Il allait être l'héritier, celui qui allait perpétuer la tradition. Il allait être le prochain Menendez. José continue son ascension professionnelle. Il devient PDG de Live Entertainment, une société de production de films basée à Los Angeles. Il est payé $1 million par an, mais doit déménager dans la banlieue de Los Angeles. À Hollywood, José se vante d'avoir un fils à Princeton. Mais quelques mois plus tard, Lyle est exclu temporairement pour avoir triché. Il rentre alors à Los Angeles, mais les problèmes ne sont pas terminés. Avec son frère, il a un nouveau jeu. Il cambriole 2 maisons voisines. Il vole pour $100 000 en espèces et en objets. Ils ont tout dévalisé dans la maison. Lyle et Eric sont arrêtés pour excès de vitesse alors que les objets volés sont dans le coffre. Lyle risque la prison. José ne reste pas les bras croisés. Il demande à Eric, alors mineur, de mentir et de prendre toutes les responsabilités. Il rembourse ensuite $11 000 aux victimes de ses fils. Ça leur a appris que l'argent pouvait les sortir de n'importe quelle situation. Eric est mis à l'épreuve et il doit voir un psychologue. Ça sera le docteur Jérôme Ozil. José voulait que le docteur Ozil lui répète tout ce que lui disait Eric, ce que le psychologue a accepté. Mais Eric a alors cessé de se confier. Il devait trouver un autre moyen de résoudre ses problèmes. José a honte que ses fils aient cambriolé leurs propres voisins. La famille déménage donc dans une maison d'une valeur de $4 millions à Beverly Hills, au 722 North Elm Drive. Chacun des enfants, à sa manière, était une grande déception pour José Menendez. Là, il était trop timide et réservé.
Eric était un peu efféminé. Il ne rentrait pas dans le moule qu'avait imaginé leur père pour eux. Rossé est bien obligé de reconnaître un jour que Lyle et Eric ne seraient jamais ce que lui voulait qu'ils soient. Il décide de revoir son testament et de les priver de son héritage de 14 millions de dollars. Cette décision lui sera fatale. José Menendez a réussi dans la vie. Il habite une villa à Beverly Hills et gagne 1 million de dollars par an à Hollywood. Mais ses fils Lyle et Eric ne sont pas à la hauteur de ses espérances. José leur a donc annoncé qu'il ne ferait plus partie de son testament. La suite des événements va traumatiser Beverly Hills et les États-Unis tout entiers. Quelques semaines après cette annonce, le 20 août, à 23h47, la police de Beverly Hills reçoit un appel paniqué. Il s'agit de Lyle Menendez. Il est en pleurs. Quelques minutes après, Lyle et Eric appellent aussi leur entraîneur de tennis, Mark Effernan. Ils pleuraient tous les deux au téléphone. Lyle répétait « Notre père est mort. Tu peux venir ?» Quand Mark Effernan arrive, la police est déjà sur les lieux. Lyle parlait à un policier sur le trottoir et Eric était prostré dans une position fétale au milieu de la rue. Les Zoller, policier de Beverly Hills, est sur place ce soir-là. Quand je suis entré dans le salon, la télé était allumée. Il y avait du sang et des morceaux de corps partout. Lyle et Eric sont emmenés au poste de police pour être interrogés. Ils ont l'air bouleversés et inconsolables. Les pleurs des deux garçons semblaient tellement légitimes et sincères que les enquêteurs n'ont d'abord pas douté de leur franchise. Lyle et Eric disent à la police que les assassins doivent être des membres de la mafia avec lesquels leur père faisait des affaires. Alors que les policiers approfondissent cette piste, les corps de José et Kitty sont transportés à Princeton où est célébrée une messe. Pendant la messe, ils m'ont semblé attristés et sincères. Ils étaient effondrés. Mais j'ai été très surpris à la réception, juste après, de voir qu'ils avaient réussi à passer de leur rôle d'enfant triste à celui de parfaits hôtes d'une réception. Mitzi Eisenberg, l'assistante de José, m'a raconté une anecdote très révélatrice. Elle était dans la limousine avec Lyle après la messe et le jeune homme lui a dit « Je vais suivre les pas de mon père ». Mitzi lui a répondu qu'il allait pouvoir vivre sa propre vie. Et Lyle lui a dit en lui montrant ses pieds « Non, non, vraiment, j'ai les chaussures de mon père aux pieds ». Aussitôt leurs parents enterrés, Lyle et Eric commencent à mener la grande vie avec l'argent de l'entreprise de leur père. Ils s'achètent des montres de luxe et des vêtements de marque. Lyle s'offre une voiture de sport à 64 000 $ et Eric se paie un nouveau 4x4. Ils louent de luxueux appartements à Marina del Rey, en Californie. Et enfin, ils font engager par l'entreprise leur entraîneur, Mark Effernan, pour un salaire annuel de 72 000 $. On a engagé un entraîneur olympique de musculation. On a analysé leur profil nutritionnel complet, leurs cheveux et leur taux de protéines avec un nutritionniste spécialisé dans le métabolisme. On a mesuré leur consommation d'oxygène, leur souplesse, leur force et plein d'autres choses. Ils ont commencé à dépenser beaucoup d'argent. Et ce n'est pas courant de faire le deuil de ses parents en dépensant leur argent. Les policiers commencent à comprendre. Leurs soupçons se tournent vers Lyle et Eric. Mais les deux frères ne s'inquiètent pas. Maintenant que son père tyrannique n'est plus là, un nouveau Lyle, sûr de lui, décide d'entrer en affaires. Il achète un fast-food à Princeton pour 550 000 $ et fait des allers-retours entre Los Angeles et Princeton.
Après les meurtres, Lyle n'arrêtait pas de dépenser de l'argent. Il n'avait pas l'air d'avoir conscience de ce qui s'était passé. Par contre, Eric souffrait. Il a perdu du poids, il dormait mal. Ce qu'il avait fait ne le laissait pas indifférent. Je l'ai vu pleurer plusieurs fois. Il était très triste, déprimé. Alors que Lyle fait des affaires à Princeton, Eric, resté en Californie, commence à craquer émotionnellement. Si Lyle avait commis ces meurtres tout seul et qu'Eric n'en avait rien su, Lyle n'aurait pas été soupçonné. Mais Eric devait se confier parce qu'il avait une conscience. Pour soulager sa conscience, Eric se confie à son ancien psychologue, Jérôme Ozil. Eric est allé voir le docteur Ozil et lui a avoué que lui et son frère avaient tué leurs parents. Quand Lyle rentre à Los Angeles, il est furieux d'apprendre qu'Eric a parlé. S'il avait voulu commettre le crime parfait, il n'aurait pas dû impliquer son petit frère. Son frère n'était pas comme lui. Quand Lyle découvre que son frère a tout raconté au psychologue, il est en colère. Mais le docteur Ozil réussit à retourner la situation. Lyle finit par tout avouer. Il pense avoir commis des meurtres parfaits dont son père aurait été fier. Le docteur Ozil réussit à convaincre Lyle et Eric d'enregistrer leurs aveux. Ces enregistrements provoqueront la chute des frères Menendez. Lyle et Eric Menendez pensaient avoir commis le crime parfait en tuant leurs parents. Mais au bout de quelques mois, les jeunes hommes avouent tout au psychologue Jérôme Ozil. À quoi sert un crime parfait si on ne peut pas s'en vanter? Mais dès qu'on en parle, il n'est plus parfait. Le docteur Ozil parle des enregistrements aux enquêteurs et les leur confie. À l'écoute des cassettes, la police n'a aucun doute sur l'identité des meurtriers de Rossé et Kitty. Le 8 mars 1990, des mandats d'arrêt sont lancés contre Lyle et Eric. Lyle est arrêté près de la villa de ses parents à Beverly Hills. Eric participe alors à un tournoi de tennis en Israël, accompagné de son entraîneur. L'avocat de Lyle nous a appelés à 6 heures du matin pour nous dire de rentrer immédiatement. Mais Eric et Mark Heffernan ne rentrent pas directement et préfèrent passer par Londres. On est resté quelques jours et j'ai essayé de le tranquilliser sur la prison qui l'attendait. On a beaucoup marché, on a visité la ville, on a mangé dans de bons restaurants. J'ai entendu dire que Eric n'allait pas bien du tout, qu'il pleurait, qu'il était hors de contrôle. Mark Heffernan lui disait « Ne t'inquiète pas, cette histoire va être éclaircie, tu ne resteras pas longtemps en prison ». Ça a tranquillisé Eric. Il devait vouloir y croire. 3 jours plus tard, Eric rentre à Los Angeles. Il est arrêté à l'aéroport pour meurtre avec préméditation. Les deux frères doivent maintenant faire le choix le plus important de leur vie, leurs avocats. Jill Lansing accepte de représenter Lyle. La famille Menendez veut que Leslie Abramson défende Eric. Leslie Abramson leur a dit qu'elle acceptait de le défendre si elle était immédiatement payée $1 million en espèces. Carlos Baralt, le beau-frère de Rossé, lui a dit qu'il n'avait pas cette somme. Elle lui a répondu « Vous avez intérêt à la trouver si vous ne voulez pas que les gamins soient foutus. » Le 26 mars 1990, les frères Menendez entrent au tribunal pour répondre de l'accusation de meurtre avec préméditation. Leur première apparition a été au tribunal municipal de Beverly Hills. Mr. Eric Galen Menendez, do you understand the charges against you? I understand both of them, Your Honor. Thank you. Mr. Joseph Lyle Menendez, do you understand the charges against you? Yes. Il prenait ça à la rigolade. Pendant 3 ans, alors que Lyle et Eric sont en prison, leurs avocats tentent de faire invalider les enregistrements comme preuve. Lorsque les cassettes sont déclarées recevables, la défense plaide alors la culpabilité. Lyle et Eric reconnaissent désormais avoir tué leurs parents, mais ils déclarent l'avoir fait en état de légitime défense. We have evidence that will prove that they were experiencing fear, that they were in imminent danger of death or great bodily injury at the hands of their parents. Leslie Abramson déclare que Kitty et Rossé abusaient de Lyle et Eric depuis des années, aussi bien émotionnellement que physiquement et sexuellement.
Face à Leslie se trouve une jeune procureure coriace, Pamela Bozanich. Elle dit qu'il n'y avait aucune maltraitance et que les frères ont agi par cupidité. This is a case of People versus Joseph Lyle Menendez, and the jurors are all back. Welcome. Good morning. Le juge, Stanley Weisberg, décide que les deux frères seront jugés ensemble, mais par des jurys différents. Il autorise la chaîne Court TV à filmer le procès. Un jour, quand on est arrivé, il y avait cette caméra. Ça change tout. Ils ont mélangé la justice et Hollywood et le show business. Et ce n'est pas une bonne idée. Le premier jour du procès a attiré un nombre vertigineux de curieux de toutes sortes qui envahissaient le tribunal de Van Nuys. Les filles faisaient la queue dès 4 heures du matin, comme si Lyle et Eric étaient des stars. Tout le monde s'arrachait les places. 10 chaises seulement étaient réservées à la presse. J'en avais une. À l'intérieur, l'ambiance était tendue et électrique, alors que nous attendions l'entrée des frères. J'ai tout de suite remarqué qu'ils étaient pâles. J'avais du mal à y croire. Leurs joues étaient creusées, ils avaient mauvaise mine. Ils portaient des pulls aux couleurs sobres pour avoir l'air de fils de bonne famille, ce qui n'arrangeait rien. Un jeune en pull est censé être plus sympathique qu'un adulte en costume. All right, then, I'll now turn to the lawyers, and they may make their opening statements. We will prove to you that Lyle Menendez planned this murder and then set off to spend the money which he had acquired through the killings of his parents. Après ma déclaration préliminaire, je suis allée vomir aux toilettes. La pression était trop forte. Les preuves présentées par Pamela Bozanich font froid dans le dos. Les frères ont d'abord tué leur père avant de s'en prendre à leur mère. Ça a dû être horrible pour la mère parce qu'elle savait que ses enfants allaient la tuer. Rosé ne le savait pas, ils l'ont tuée dans son sommeil. Mais Kitty a essayé de fuir. Pamela Bozanich dit au juré que les munitions s'étaient épuisées alors que Kitty était vivante et bougeait encore. Lyle et Eric sont alors allés chercher des munitions dans leur voiture. Ils sont revenus près de leur mère et l'ont achevée. Elle a montré au jury une image choquante, une photo de Kitty défigurée. Cette photo d'elle, avec un œil bleu qui regarde l'appareil et l'autre qui a disparu, c'est l'image la plus horrible que j'ai jamais vue. On voit presque le reflet de ses fils dans l'œil qui lui reste. L'un de ses témoins clés est Craig Signorelli, le meilleur ami d'Eric. Craig et Eric avaient écrit un scénario intitulé Friends, racontant l'histoire d'un enfant qui tue ses parents pour de l'argent. Kid looks at his inheritance, opens up a will, sees his inheritance, and sees that he stands to gain $187 million, goes upstairs and kills his parents. Mais pire encore, Craig dit qu'Eric lui a avoué les meurtres. Eric said he looked in and saw his parents sitting on the couch, and Lyle swung the door open and shot his father, and looked at Eric and said, "Shoot, Mom," and Eric said he shot his mom as she was standing up and yelling. La salle d'audience est sous le choc. Leslie Abramson en voulait beaucoup à Craig Signorelli pour cette trahison. Ce jour-là, j'ai déjeuné avec lui et il m'a raconté que le matin, Leslie s'était jetée sur lui dans le couloir, l'avait regardé droit dans les yeux et l'avait insulté. Pendant le contre-interrogatoire, elle n'a pas été tendre avec lui. No. In fact, you got dressed up today to be on camera, didn't you? No, I got dressed up because... I'm sorry. Can I answer that? Yeah, objection's overruled. Thank you. I got dressed up because I'm in a courtroom and this is my future. Didn't you guys play mind games with each other all the time? Yes. It was an aspect of your friendship, wasn't it? That's why I said it could have happened to the police. Because I wasn't sure at the time if what he was telling me the truth, and I did not want to be the one to turn him in. So you didn't know if he was playing a mind game or not? That's correct. Leslie Abramson a affaibli le témoin clé de l'accusation. Ensuite, elle interrogera Lyle et Eric. Leur témoignage va bouleverser le tribunal. Début août 1993, le procès de Lyle et Eric Menendez a commencé depuis 2 semaines. Un autre témoin clé de la procureure Bozanich, le docteur Jérôme Ozil, le psychologue qui a enregistré les 2 frères, va maintenant témoigner.
Dr. L. Jerome Oziel. Pamela Bozanic pense que ce témoignage va prouver que le meurtre a été consciencieusement préparé. Eric felt a need to commit the murder relatively quickly. Lyle wanted to take some time to plan it out more effectively to make sure that it was as perfect as could be. And Eric just didn't feel that he could do that. L'élément crucial du procès est le mobile. Selon le docteur Oziel, les frères mentent quand ils disent qu'ils avaient peur de leurs parents. They really didn't kill their parents for money, but out of the hatred that they had, in particular towards their father. Did you ask them why they killed their mother? Yes, I did. And what was the explanation given to you? That the mother was a witness. Yes, he did. Pamela Bozanic semble avoir marqué un point grâce au témoignage du docteur Oziel. Mais le psychologue n'est pas pris au sérieux en raison d'une liaison qu'il a eue avec une patiente, Judalyn Smith. Oziel avait demandé à sa maîtresse d'écouter à la porte de son cabinet pendant qu'il parlait avec les deux frères. Elle a entendu Lyle le menacer de mort s'il révélait leur secret. Judalyn m'a dit « Je ne croyais pas au diable avant d'entendre parler ces garçons. Et aujourd'hui, j'y crois. » Did your acquaintanceship with her begin with a telephone call from her? Leslie Abramson attaque la crédibilité de Jérôme Oziel. How long after you met her at her apartment did you start having sex with her? I don't recall that. Did you ever give her drugs? Absolutely not. She sued you claiming that, didn't she? She claimed it. Il était la personne la plus perturbée dans la salle. C'était un vrai cauchemar. Après un mois et des dizaines de témoins, Pamela Bozanic conclut sa plaidoirie. Les observateurs qualifient le procès de feuilleton. All right. Well, we didn't forget you. Il allait se transformer en cirque. I'm going to object. Le programme le plus suivi de la télévision. Et dans le rôle principal, Leslie Abramson. Leslie Abramson est connue pour utiliser beaucoup de gros mots dans ses conversations privées. Mais surtout, c'est une femme extravagante, énergique, redoutable et parfois très drôle. Personnellement, je n'aimerais pas subir un de ces contre-interrogatoires. Leslie est franche avec la presse, If it was a last-ditch effort, I knew about it 3.5 years ago. agressive au tribunal Now, if everybody wants to blame me, fine, I'm guilty. et maternelle avec ses clients. Elle avait pour eux des gestes d'affection ou leur enlever leur pull. Sincèrement, je ne sais pas si ça faisait partie de son rôle pour les rendre plus sympathiques. Elle aimait beaucoup Eric Menendez. Elle l'adorait. Elle était amie avec le diable. On se posait toujours la même question avec l'autre procureur et l'officier de police judiciaire. C'était « Tu arrives au tribunal, tu as un pistolet et 2 balles, tu tires sur qui ?» Les deux autres auraient tiré sur Eric et Lyle. Moi, j'aurais tiré les 2 balles sur Leslie pour être sûre de la tuer. Leslie Abramson commence sa plaidoirie en présentant une armée d'enseignants, d'amis et de membres de la famille qui témoignent que José et Kitty étaient de mauvais parents. José stood up, grabbed him. Say Eric very strongly and... You can hear you can hear the bell. And would you see bruises on the Yes. boys after that? Above their thigh area for where a belt would be hit. Mais Leslie sait que la maltraitance physique ne justifie pas un meurtre. Elle doit prouver que Lyle et Eric ont agi en état de légitime défense. Lyle vient à la barre pour sa propre défense. Joseph Lyle Menendez, M-E-N-E-N-D-E-Z. Ça a été le moment le plus spectaculaire du procès quand Lyle est venu à la barre. Tout le monde attendait son témoignage. Qu'allait-il dire? Qui était-il? Between the ages of 6 and 8, did your father have sexual contact with you? Yes. He raped me. Did you cry? Yes. Did you bleed? Yes. Were you scared? Very.
Pendant le témoignage de Lyle, on aurait entendu une mouche voler. Il était bouleversé. Même moi, j'avais les larmes aux yeux et la gorge serrée, comme toutes les autres personnes présentes. Mais plus tard, quand j'ai visionné ce passage à la télé, j'ai compris que c'était du cinéma. Lyle et son frère étaient des menteurs professionnels. I just told him, I don't. Les huissiers les ont vus se féliciter après, du genre « on s'est bien débrouillé aujourd'hui ». Le témoignage de Lyle change le ton du procès. Le jury semble le croire. Pamela Bozanic est impuissante. Ce sera ensuite au tour d'Eric. Son témoignage rempli de détails crus sur des abus sexuels sera encore plus bouleversant. Le procès de Lyle et Eric Menendez dure maintenant depuis plus d'1 mois. Des millions de téléspectateurs ont suivi le témoignage de Lyle sur les abus sexuels de son père. Et ces millions de gens ont compati. La tâche de la procureure Pamela Bozanic est de plus en plus ardue. À la barre, Lyle raconte que 5 jours avant le meurtre, il s'est disputé avec sa mère. And she reached and she grabbed my hairpiece. And she just ripped it off. D'après Lyle, Eric ne savait pas qu'il portait une perruque. J'en ai vu des perruques. J'ai habité à Beverly Hills. Et je dois dire que celle de Lyle était un chef-d'œuvre. Je ne me doutais pas qu'elle en portait une. Mais je suis sûr qu'Eric le savait. Ils étaient très proches, ils faisaient tout ensemble. Et Eric n'aurait pas su pour la perruque? Franchement, ne nous prenez pas pour des idiots. Lyle dit à Eric qu'il se sentait humilié depuis que son secret avait été révélé. Alors Eric lui a avoué son propre secret humiliant, Rossé l'abusait toujours sexuellement. Lyle prétend qu'il avait dit à Rossé d'arrêter d'abuser de son frère s'il ne voulait pas qu'il en parle à la police et à leur famille. La réponse de son père lui aurait fait froid dans le dos. He said, "We all make choices in life, son. Eric made his, you've made yours." Le témoignage de Lyle a changé l'ambiance du procès. C'est maintenant à Eric de témoigner. Eric Galen Menendez, M-E-N-E-N-D-E-Z. En réponse aux questions bienveillantes de Leslie Abramson, Eric décrit des abus sexuels graves qui durent depuis longtemps. How long did that go on? 12 years. How did you feel at 18 about the fact that your father was having sex with you? I hated it. I hated it. I hated it. Les détails donnés par Eric bouleversent la salle d'audience. And did you come over the years to give those different kinds of sexual incidents names? Yes. And would you tell us what were the names that you gave to those different types of incidents? Knees. Nice sex. Nice sex. Rough sex. Rough sex. Just sex. Call that sex. Yes. On pensait qu'Eric était homosexuel. On en avait des preuves physiques. Et on voulait absolument en parler. Parce que ça pouvait expliquer la colère de José et pourquoi Eric pouvait parler aussi bien de l'homosexualité. L'accusation soutient que l'homosexualité d'Eric expliquerait le crime. Rossé l'aurait découvert et Eric aurait craint de perdre son héritage. J'ai d'abord pensé que Lyle, étant l'aîné et ayant été élevé dans l'idée de devenir le chef de famille, il était le cerveau du meurtre. Mais après les avoir interrogés tous les deux, j'ai compris que c'était en fait Eric le cerveau. Il était plus intelligent que Lyle. C'est lui qui avait échafaudé le plan. John Neil Briere, B as in boy, Rape and sexual assault. Correct. Afin de convaincre le jury que Lyle et Eric avaient dit la vérité sur les abus sexuels, leurs avocats appellent de nombreux experts à témoigner. Les experts appelés pour ce procès étaient connus à travers tout le pays. Ils étaient reconnus dans le monde psychiatrique. Now, what was isolating about the This sexual is our secret. It was the enmeshed incest family secret. Les témoignages des experts servaient complètement les accusés. Mais bon, ils étaient payés pour ça. L'accusation n'a pas appelé d'experts en abus sexuels à la barre, faute de moyens.
On m'a demandé de ne rien dépenser parce qu'on n'avait pas d'argent. Par contre, la défense en avait pour présenter des pièces à conviction et des experts. On était assez impuissants. Ce qui avait commencé comme le procès de deux frères ayant assassiné leurs parents devient un débat national pour savoir si José Menendez les avait violés ou non. L'accusation était surprise par l'efficacité de la défense. L'accusation pensait qu'elle n'avait aucune chance, et elle ne s'est donc pas battue, ce qui était une erreur. En novembre, je me suis dit que les jurés allaient les croire et qu'on était en train de perdre. On voyait bien qu'ils doutaient. À la fin du procès, beaucoup de gens qualifient la défense de Leslie Abramson de révolutionnaire. C'est maintenant aux jurés de décider. Ladies and gentlemen of the jury, you have heard all of the evidence and the arguments of the attorneys. Après 16 jours de délibération, le jury d'Eric Menendez revient sans s'être mis d'accord. Do you view this as at least a partial victory, despite not knowing everything about the deadlock? I have very high standards of what's victory, so I don't view a hung jury as a victory, no. It's not a loss, but it's not a win. I mean, you're still in square one, running around in circles. 12 jours plus tard, les jurés de Lyle n'ont pas non plus réussi à se mettre d'accord. Les frères Menendez allaient apparemment s'en sortir sans condamnation. Le procès est terminé, mais pas la fascination de tout un pays. Les médias sont envahis de personnalités louant ou condamnant Leslie Abramson et ce qui est désormais surnommé l'excuse de l'abus sexuel. How do I feel? I feel better, thank you. Much less stressed. Dans le monde des médias, on ne voyait et on n'entendait plus que Leslie Abramson, qui poursuivait son chemin vers la gloire et la reconnaissance nationale. Elle était partout. Beaucoup de gens considéraient qu'elle contrôlait les médias autant qu'elle avait contrôlé le procès. Les médias s'intéressent aussi de près aux jurés. Leslie Abramson prend sous son aile 4 des jurés d'Eric. Elle les fait passer dans différentes émissions de télévision et les fait rencontrer Eric en prison. Après le procès, elle a invité à dîner chez elle toutes les femmes du jury qui l'avaient soutenue. Et ce soir-là, elles ont apparemment discuté au téléphone avec Eric, qui était en prison. Au bout de 3 ans et demi, la bataille de Lyle et Eric contre la justice semble être dans une impasse. Mais rien dans leur milieu privilégié ne les avait préparés à ce qui allait se passer ensuite. The court finds that the jury is hopelessly deadlocked and declares a mistrial in this matter. Dans le procès d'Eric et Lyle Menendez, aucun des jurys n'a réussi à tomber d'accord. Les deux frères devront être rejugés. We have an ethical, a professional, and moral responsibility to go forward with this case as a first-degree murder case. Alors que Lyle et Eric sont en prison, un autre meurtre à Los Angeles passionne le pays. O.J. Simpson, accusé d'avoir assassiné son ex-femme Nicole et son compagnon Ronald Goldman, est acquitté grâce à une équipe d'avocats talentueux payés une fortune. Dans les années 80, quand José Menendez travaillait pour une grande société de location de voitures, O.J. Simpson tournait dans les pubs de la marque. Un soir, José a invité O.J. à dîner pour qu'il rencontre ses enfants. O.J. n'a jamais revu Lyle et Eric avant de les rencontrer dans l'aile réservée aux célébrités de la prison de Los Angeles. Ils étaient alors tous les trois accusés de double meurtre. Le bureau du procureur général était sous pression. On avait perdu le procès contre O.J. Simpson juste avant le début de la révision du procès des frères Menendez. Le juge Stanley Weisberg, le président du premier procès, est revenu très assagi. Il a interdit les caméras dans la salle d'audience et a serré la vis à tout le monde. Les millions de José Menendez ont disparu, ainsi que les avocats hors de prix. C'est désormais Charles Gessler qui va défendre Lyle. Il est avocat de l'assistance judiciaire. C'est toujours Leslie Abramson qui défend Eric, mais son salaire est ramené à $10 000 par mois et est versé par l'État. Le nouveau procureur, David Cohn, est décidé à ne pas laisser Leslie Abramson contrôler le procès.
Cette fois, les choses vont être différentes. David Cohn et son collègue ont été très stricts. David agissait avec une grande rapidité. Le juge Weisberg refuse les témoignages des amis et des membres de la famille qu'il avait acceptés lors du premier procès. Et Lyle, qui avait pleuré en parlant des abus sexuels, ne viendra pas à la barre. Nous avions beaucoup plus d'éléments pour l'accuser. Il avait peur de venir à la barre pour témoigner. On pouvait notamment l'attaquer sur cette déclaration. On a trompé la moitié du pays au premier procès. Maintenant, on va tromper l'autre moitié. Et cette fois, Leslie Abramson commet une erreur. Elle demande à William Vicary, un psychiatre, d'examiner Eric en prison. Ses conclusions sont utiles, mais pas assez pour Leslie. Elle m'a menacé. Vous retirez ça de vos conclusions et de votre rapport, ou vous ne travaillez plus pour moi. J'ai pris la mauvaise décision, j'ai changé mon rapport. William Vicary modifie ses conclusions et invente une autre version. Mais au procès, suite à une erreur administrative, les notes originales tombent entre les mains de l'accusation. Pendant le contre-interrogatoire du docteur Vicary, je lui ai parlé d'une différence entre ce qu'il disait et son rapport, en pensant qu'il y avait une explication rationnelle. Et là, j'ai appris qu'il y avait deux rapports. À la barre, William Vicary doit reconnaître que Leslie Abramson lui a demandé de modifier son rapport. Le public n'en revenait pas, le jury non plus, le juge non plus, et nous encore moins. Ça a tellement ébranlé la crédibilité de Leslie Abramson qu'elle n'a pas pu faire sa plaidoirie finale. La meilleure arme des deux frères, leur impitoyable avocate, a été mise à terre. En 1996, près de 7 ans après avoir tué leurs parents, Lyle et Eric sont reconnus coupables de meurtre avec préméditation et sont condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lyle et Eric ne sont pas envoyés dans la même prison. Ils continuent de recevoir des centaines de lettres de femmes qui ont de la peine pour eux car ils ont été violés. Moins d'1 an après sa condamnation, Lyle épouse Anna Erickson, une de ces femmes qui lui écrivent. Mais le mariage sera de courte durée. J'ai entendu dire qu'ils ont divorcé parce qu'il la trompait avec une autre correspondante à qui il écrivait aussi des lettres d'amour. Les gardiens ont envoyé les lettres de cette femme à Anna, qui a demandé le divorce. Les deux frères n'ont plus aucun contact. Lyle serait amer. Le docteur Vicary a toujours cru qu'Eric avait été violé. Il lui rend visite en prison 2 fois par an. Il m'a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi bien depuis des années parce que c'était la première fois de sa vie qu'il n'avait pas peur que quelqu'un entre dans sa chambre en pleine nuit pour le frapper et le violer. D'après le psychiatre, Eric s'est bien adapté à la vie en prison et il va bien. L'incarcération l'a épanoui. En juin 1999, Eric épouse en prison sa correspondante, Tammy Rose Sakoman. C'est un mariage très stable. Cette femme l'aime. Comme elle n'habite pas loin, elle lui rend visite très régulièrement. Eric regrette maintenant son geste. Il m'a dit qu'il avait commis une grave erreur. Quand je lui ai demandé laquelle, il m'a dit « J'aurais dû me suicider, pas tuer mes parents. » On ne serait pas en train de parler de José Menendez s'il était encore en vie. Ça a été son ultime récompense pour avoir tout réussi, tout possédé et fait tout ce qui lui plaisait. Le roi a été tué par le prince, par les 2 princes. On pense que si on possédait tout ce que la famille Menendez possédait, on serait heureux. Mais à mon avis, tout ce qu'on peut voir à Beverly Hills n'est pas aussi beau et parfait que ce qu'on pense. Lyle et Eric Menendez n'ont pas eu une enfance heureuse. Mais ils avaient le choix. Ils auraient pu partir. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à l'argent. Mais ils finiront leur jour en prison. Et c'est tout à fait mérité. Ici Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.